On a cette idée bien ancrée dans nos esprits que le capitalisme et la démocratie sont les deux faces d'une même pièce. Mais est-ce que c'est si simple que ça? Aujourd'hui, on va décortiquer cette croyance. La question de départ semble toute simple, mais elle cache une complexité immense. Est-ce qu'un marché libre engendre mécaniquement un peuple libre? C'est ce grand postulat qu'on va examiner ensemble. Voilà le mantra de base, le marché implique la démocratie. C'est presque devenu un réflexe intellectuel. Mais au fond, sur quoi repose cette affirmation qu'on entend si souvent? Alors, comment est-on censé passer de l'un à l'autre? Penchons-nous un instant sur la logique qui se cache derrière cette conviction si largement partagée. Sur le papier, la mécanique paraît parfaite. Le marché rendrait les individus autonomes, ces individus deviendraient des citoyens éclairés et, comme par magie, la démocratie s'épanouirait. Le souci, ça reste une théorie, une sorte d'acte de foi. Il n'y a pas vraiment de preuves tangibles qui la confirment. Et si on avait cherché au mauvais endroit depuis le début? Si la réponse ne se trouvait pas dans l'économie? C'est tout le sel de l'approche de l'anthropologue Emmanuel Todd. Là, on a vraiment deux mondes qui s'opposent. D'un côté, la vision classique. L'économie façonne la politique. Et de l'autre, une idée bien plus déroutante. Et si tout ça était en fait prédéterminé par nos structures familiales ancestrales? Ce tableau est assez éclairant. Pour Todd, les racines de nos régimes ne sont pas à la bourse, mais à la maison. Une structure familiale nucléaire qui valorise l'autonomie et l'égalité, eh bien c'est le terreau idéal pour une démocratie libérale. À l'inverse, des familles plus communautaires, plus hiérarchiques, préparaient le terrain pour l'autoritarisme. L'économie dans cette optique n'est plus la cause, elle n'est qu'une conséquence. Qu'on suive la piste économique ou anthropologique, on tombe toujours sur ce mot central, liberté. Mais de quelle liberté parle-t-on au juste? Celle qui est inscrite dans les textes ou celle que l'on vit au quotidien? D'abord, il y a la liberté juridique. C'est la liberté officielle, celle des textes de loi. Le droit de vote, la liberté d'expression. Tout ce qui est garanti sur le papier. C'est notre statut, notre cadre formel. Mais il y a aussi la liberté vécue. Et là, le paysage change radicalement. L'obligation de travailler, la dépendance à un salaire, le poids de la dette, la pression sociale, la surveillance permanente de notre réputation, toutes ces contraintes sont bien réelles et limitent nos choix bien plus efficacement qu'une loi. Cette formule est terrible de justesse. Elle résume tout. Avons-nous une réelle liberté ou juste la liberté de choisir la chaîne qui nous entrave? Le choix entre différents crédits, différents emplois, mais jamais le choix de s'affranchir du système lui-même. Alors si cette liberté est si relative, une question se pose. Pour qui la démocratie est-elle vraiment conçue? Attention, la thèse qui suit risque de bousculer quelques certitudes. Et si la démocratie, au lieu d'être le pouvoir du peuple, était en réalité le pouvoir des riches? C'est la définition de la plutocratie. Et si notre système était en fait le système d'exploitation idéal pour cette élite? Et c'est là qu'on inverse totalement la logique. Oublions tout le reste. Le raisonnement est le suivant, étape par étape, le marché concentre énormément de capital. Ceux qui le détiennent veulent le protéger de toute menace politique. La démocratie libérale leur offre un cadre stable et des règles prévisibles. La conclusion est donc radicale. Les élites ne créent pas la démocratie, elles la préfèrent, car c'est l'environnement le plus sûr pour leurs actifs. Vu sous cet angle, la démocratie devient une sorte de pare-feu. Sa fonction première ne serait plus de donner le pouvoir au peuple, mais de protéger le capital du pouvoir politique. Elle assure la sécurité de la propriété, elle met à l'abri d'un tyran qui pourrait tout confisquer. C'est en somme la meilleure police d'assurance pour les grandes fortunes. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Rassemblons les pièces du puzzle. L'image qui se dessine est assez différente de celle qu'on a l'habitude de voir. On arrive à cette conclusion qui est pour le moins percutante. La démocratie libérale ne serait pas le règne du peuple, mais le régime optimal pour la coexistence pacifiée des puissances économiques, un système où une liberté de façade, purement formelle, sert surtout à masquer une dépendance matérielle bien réelle et généralisée. Cette analyse nous laisse donc avec une question en suspens, une question vertigineuse. Si la démocratie est, avant tout, le système le plus efficace pour protéger la richesse, que reste-t-il vraiment du pouvoir du peuple aujourd'hui? La question reste entière.